Olivia Guyot-Inger, bonjour. Vous êtes la directrice du service d'assistance juridique et conseil de l'affaire Genève et nous allons parler aujourd'hui de la reprise en ces temps de coronavirus. Quels sont mes droits et mes devoirs en tant qu'employeur? La première question, quelles sont les précautions sanitaires que je dois prendre en tant qu'employeur vis-à-vis de mes employés? Les précautions sanitaires à prendre en tant qu'employeur sont celles qui sont décrites sur le site internet de l'Office fédéral de la santé publique. Donc, c'est les précautions sanitaires dont on a déjà parlé. Il y a des précautions d'hygiène et des précautions de distance. Précautions d'hygiène consistent à se laver régulièrement les mains avec du savon et ou de la solution désinfectante, hydroalcoolique par exemple, et à respecter les distances sociales, c'est-à-dire 2 mètres entre les personnes présentes et pas plus que 5 personnes en même temps dans un espace confiné. Est-ce que ce sont les mêmes précautions que je dois prendre vis-à-vis de mes clients? Exactement, donc que les personnes soient des employés ou des clients, ces mesures d'hygiène et de distance sociale sont exactement les mêmes. Et qu'est-ce que je dois faire si un de mes employés refuse de revenir au travail parce qu'il a peur d'attraper le Covid-19? Tout d'abord, faire preuve de diplomatie et de compréhension. La période que nous traversons, la crise que nous traversons est pénible évidemment pour tout le monde, y compris et peut-être surtout pour certains d'un point de vue psychologique. La peur de la maladie, la peur de la mort est complètement compréhensible. Donc la première recommandation que l'on doit faire à un employeur, c'est de faire preuve de dialogue et de compréhension envers l'employé. En revanche, ensuite, et d'un point de vue purement juridique, si la personne refuse de venir travailler alors que toutes les mesures, et notamment les mesures de distance sociale et d'hygiène dont j'ai parlé tout à l'heure sont respectées, eh bien l'employeur devra sommer formellement, c'est-à-dire adresser une sommation écrite à son employé de réintégrer son poste de travail, au besoin en lui explicitant par exemple par écrit quelles sont ces mesures d'hygiène et de distance sociale et comment elles ont été mises en place. Et si l'employé refuse de venir travailler malgré cette démonstration, eh bien l'employeur pourra cesser de payer le salaire à partir du moment où il sera constaté ce qu'on appelle un abandon de poste. Est-ce que ça peut aller jusqu'au licenciement? Alors oui, ça peut aller jusqu'au licenciement, mais l'abandon de poste, justement, c'est une fin de fait des rapports contractuels à la date où la personne, l'employé, ne se présente plus. Et donc, le licenciement est superflu puisque, de fait, les rapports de travail ont pris fin déjà au moment de l'abandon de poste. Et comment traiter un employé qui est considéré comme une personne à risque? Alors, la personne à risque est celle qui est décrite dans une des ordonnances du Conseil fédéral comme vulnérable. Donc, ce sont les personnes qui soit sont âgées de 65 ans ou plus, elles sont relativement rares dans les entreprises, mais il y en a quand même, respectivement celles qui souffrent de maladies chroniques telles que des cancers, des hypertensions artérielles ou d'autres problématiques graves de santé. Donc ces personnes-là, effectivement, l'Office fédéral de la santé publique a prévu une espèce de gradation de mesures et de solutions pour leur permettre néanmoins de continuer à travailler. Donc la première mesure, c'est, si cela est possible, de les faire travailler depuis leur domicile, c'est ce qu'on appelle le télétravail. Si le travail ne s'y prête pas, c'est de prévoir des solutions sur place, sur site, mais justement hors la présence d'autres collaborateurs et ou clients qui sont justement des sources de danger ou de risque de contamination. Si cette solution n'est pas possible, alors prévoir les solutions qui sont celles à appliquer pour tous les collaborateurs, notamment celles de distanciation sociale, plus d'hygiène, voire le port du masque, justement pour protéger encore plus ces personnes-là. Et si vraiment ces solutions en cascade ne sont pas possibles, eh bien cette personne ne doit pas venir travailler et l'ordonnance du Conseil fédéral prévoit que le salaire est dû tant et aussi longtemps que l'ordonnance est en vigueur, c'est-à-dire tant et aussi longtemps que la menace sanitaire existe, en particulier pour ces personnes, et que donc elles sont empêchées de venir travailler parce qu'il y a un risque pour elles de contracter le coronavirus.
Si un de mes employés me dit faire partie des personnes à risque, est-ce que je peux lui demander une attestation médicale pour le prouver? Bien évidemment, sauf si il s'agit de la question de l'âge, parce qu'en principe, les employeurs connaissent l'âge de leurs collaborateurs, mais sous réserve de cette mention-là, évidemment, que vous pouvez demander cette attestation médicale, ce certificat médical. Encore une fois, il faut faire attention parce que le secret médical s'appliquant néanmoins dans ces circonstances, le praticien, donc le médecin, ne pourra que dire que la personne considérée, l'employé considéré, souffre de l'une des infections qui le qualifie comme étant vulnérable au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral, mais il ne pourra pas dire avec précision de quelle infection il s'agit, puisqu'encore une fois, le secret médical s'applique également dans cette situation. Est-ce que les femmes enceintes sont considérées comme vulnérables ou à risque? Alors non, pour des raisons certainement étayées d'un point de vue médical, mais que je n'ai pas les compétences pour commenter ici. Mais effectivement, les personnes enceintes ne font pas partie de cette liste d'affections qui sont mentionnées dans l'ordonnance du Conseil fédéral et qui concernent ces personnes vulnérables. En période de déconfinement, suis-je obligée de faire revenir un employé au travail qui ne supporte plus d'être en télétravail, même si moi, en tant qu'employeur, je juge que ce n'est pas indispensable? C'est une excellente question. L'employeur est obligé de protéger la santé de ses collaborateurs dans leur ensemble. Et la santé, évidemment la santé physique, mais aussi la santé psychique. Et si la situation de confinement conduit cet employé ou plusieurs employés à souffrir de pathologies psychologiques et que la solution à cette pathologie est justement la resocialisation par le biais d'une venue au travail alors que ce n'est pas indispensable et que, le cas échéant, le collaborateur prouve sa souffrance, sa pathologie psychologique liée à cet isolement, eh bien l'employeur pourrait, en tout cas en théorie, être obligé de le faire revenir travailler de manière justement à lui permettre de, en tout cas, atténuer cette pathologie psychologique liée à l'isolement. Comment traiter un employé qui refuserait de mettre un masque alors que l'employeur le préconise sur le site, sur le lieu de travail, parce que l'employé dit avoir été atteint du Covid-19? Alors très clairement, le refus de porter un masque, surtout dans la situation que vous décrivez, en l'occurrence quelqu'un qui a développé la maladie et qui est donc potentiellement contagieux, en particulier pour ses collègues immédiats, eh bien ce serait une violation de la part de l'employé de son devoir de collaborer à la protection de la santé de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Cette obligation découle de l'article 6 de la loi sur le travail et le fait de ne pas respecter cette disposition légale constituerait aussi une violation du devoir de diligence et de fidélité de l'employé et donc elle pourrait s'accompagner soit d'une entre guillemets mise à pied, c'est-à-dire la possibilité pour l'employeur d'accepter que la personne ne vienne pas travailler puisqu'elle refuse de mettre le masque et que donc elle met en danger ses collègues, mais sous-entendu, la personne ne vient pas travailler, elle n'est pas payée, ou alors d'un licenciement, voire pour les cas graves et avérés, peut-être même d'un licenciement avec effet immédiat. Ici, cette personne explique qu'elle a été atteinte du coronavirus, mais que maintenant, elle est désormais guérie et donc qu'elle se sent immunisée contre ce virus et qu'à cause de ça, elle ne supporte pas de mettre un masque, alors que tous les autres collaborateurs doivent le faire. De nouveau, la réponse est identique parce qu'on ignore objectivement combien de temps la personne reste contagieuse, même après avoir, entre guillemets, guéri des symptômes de la maladie. Donc le risque pour les autres collaborateurs, pour la santé des autres collaborateurs, continue d'exister. Et là encore, on pourrait tout à fait contraindre l'employé à mettre ce masque, ce d'autant plus que la mesure, le port du masque, est une mesure tout à fait proportionnée compte tenu des intérêts en présence, à savoir l'intérêt
publique et privée des collaborateurs avoisinants de se voir eux-mêmes protégés dans leur santé et la petite atteinte à la personnalité que le port de ce masque peut entraîner. Puis-je obliger mes employés à se faire prendre la température à l'entrée du lieu de travail? À nouveau, il s'agit d'une mesure qui nous apparaît proportionnée, adéquate par rapport au but recherché qui, encore une fois, est de respecter l'obligation de l'employeur de protéger la santé de l'ensemble de ses collaborateurs. Et le fait de prendre la température d'un collaborateur au moment de son arrivée sur le lieu de travail n'est pas du tout intrusive. Les petits thermomètres, respectivement les caméras thermiques, n'ont pas d'impact sur la santé des collaborateurs sur lesquels cette mesure est pratiquée. Et elle est adéquate, encore une fois, parce qu'elle permet de protéger les collaborateurs contre le risque de contagion lié à une potentielle pathologie du collaborateur concerné. Et puis-je obliger mes employés à se faire dépister pour savoir qui a eu le Covid-19? Et si oui, comment dois-je gérer la protection des données? Alors, oui, encore une fois, il s'agit d'une mesure adéquate et proportionnée. La question de la gestion des données collectées, c'est-à-dire de savoir si une personne a été infectée, donc a développé ou non la maladie, respectivement si elle est immunisée ou contagieuse, sont des données qui sont non seulement utiles mais nécessaires à l'accomplissement du travail dans les conditions requises par la loi, c'est-à-dire pour protéger l'ensemble des collaborateurs. Et on peut tout à fait utiliser ces données-là dans cette perspective. En revanche, leur conservation au-delà du délai utile, c'est-à-dire, à mon sens, le délai pendant lequel l'épidémie sévira encore dans le pays ou dans la région considérée, une conservation des données irrelatives au-delà de cette période ne devrait pas intervenir parce qu'à ce moment-là, elle ne serait plus nécessaire au but recherché, c'est-à-dire l'accomplissement du travail dans des conditions de protection de santé et de sécurité de l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup, Madame Guyot-Inger, pour l'ensemble de vos réponses. Est-ce que vous auriez un conseil personnel à donner aux employeurs qui auraient l'occasion de reprendre leurs activités économiques ces prochaines semaines? Oui, le conseil, c'est celui qui a été donné d'ailleurs par les autorités, en particulier par l'Office fédéral de la santé publique et le Conseil fédéral. C'est dans la mesure du possible de prioriser le télétravail, le travail depuis la maison, même si celui-ci comporte un certain nombre d'inconvénients, il comporte beaucoup plus d'avantages et notamment il a cet avantage que les risques de contact physique et donc de transmission du virus sont limités. Merci beaucoup.